2005. L'air est lourd, saturé de poussière et de l'odeur de la terre humide qui n'a pas vu la lumière du jour depuis un demi-siècle. Dans les entrailles de la mine La Veuve Noire, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, le silence est une entité physique, brisée seulement par le pas lourd et mesurée de deux ingénieurs. Leur lampe frontale découpe des cônes de lumière blanche dans l'obscurité totale, révélant des parois de charbon qui semblent suinter des larmes noires. Ils sont ici pour une inspection finale, la dernière étape avant de sceller à jamais ce tombeau industriel, un chapitre de l'histoire locale sur le point d'être définitivement clos. Leur mission est simple, routinière. Mais ce qu'ils s'apprêtent à découvrir va réveiller des fantômes que tout le monde croyait endormis pour l'éternité, transformant leur tâche administrative en prologue d'un drame oublié. Le faisceau d'une des lampes s'arrête sur une anomalie, un objet incongru dans ce décor de désolation. Accroché à un vieil étai en bois rongé par l'humidité, une petite cage à oiseaux en métal est suspendue, figée par la rouille. Elle est presque entièrement recouverte d'une fine couche de calcite, comme si la mine elle-même avait tenté de la pétrifier, de l'intégrer à sa propre géologie. C'est une vision surréaliste, un fragment de vie domestique abandonné dans le lieu de travail le plus dur qui soit. Les ingénieurs s'approchent, intrigués. Une cage à canaris. Était courant, à époque. Ces petits oiseaux étaient les sentinelles des mineurs, les premiers à succomber au redoutable grisou, offrant leur vie en échange de celle des hommes. Mais cette cage n'était pas vide. Elle contenait une histoire qui attendait patiemment son heure. À l'intérieur, reposant sur le fond de la cage, le minuscule squelette d'un canari est parfaitement conservé, une fragile sculpture d'os blanchi par le temps. C'est une image à la fois poignante et macabre, le témoignage silencieux d'un sacrifice passé inaperçu. Mais ce n'est pas le squelette qui attire l'œil de l'ingénieur le plus âgé. Autour de l'un des os délicats de la patte de l'oiseau, quelque chose brille faiblement sous la lumière de sa lampe. Un petit objet cylindrique, métallique, qui a résisté à la corrosion. Il s'agit d'une capsule, pas plus grande qu'une phalange, hermétiquement scellée. Ce n'était pas un équipement standard. Ce n'était pas un accident. Était un message, un dernier souffle d'espoir lancé dans une bouteille de métal et confié à la plus improbable des messagères. Avec des gestes précautionneux, presque révérencieux, l'un des hommes détache la cage de son support. La rouille cède dans un grincement plaintif qui résonne dans la galerie silencieuse. Il force la petite porte de la cage, et, du bout des doigts, récupère la capsule. Elle est froide, lourde pour sa taille, chargée du poids des années. Une tension palpable s'installe entre les deux hommes. Ce qu'ils tiennent entre leurs mains n'est plus un simple artefact minier, c'est un secret qui a survécu à l'effondrement, à l'oubli, à un demi-siècle d'obscurité. L'ingénieur l'a fait tourner entre son pouce et son index, cherchant un moyen de l'ouvrir sans l'endommager. La curiosité professionnelle a laissé place à un sentiment plus profond, un mélange de respect et d'appréhension, face à ce qui pourrait être révélé. Après quelques instants d'hésitation, il parvient à dévisser l'un des embouts. L'air qui s'en échappe semble porter avec lui une bouffée du passé. À l'intérieur, un minuscule rouleau de papier, jauni et fragile et blotti. Avec une délicatesse infinie, il l'extrait et le déroule lentement sous le faisceau de sa lampe. Écriture est celle d'un homme pressé, les lettres formées avec une encre qui a pâli, mais qui reste parfaitement lisible. Ce ne sont que quelques phrases, mais elles ont la puissance d'une déflagration. Elles ne décrivent pas un accident, elles dénoncent un crime. Le silence de la mine semble épaissir, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, alors que la vérité, enfouie depuis 50 ans, refait surface dans la lumière crue d'une lampe frontale. Retour en 1955. Fosse Noire n'est pas un village silencieux, mais une communauté vibrante et en colère. La mine, La Veuve Noire, crache sa fumée noire dans un ciel gris, mais au sol, c'est le feu de la révolte qui gronde. Les mineurs sont en grève. Ils se battent pour des salaires décents, pour des conditions de travail moins inhumaines, pour leur dignité. Les rues du Coron résonnent des chants de lutte et des discours enflammés. La tension avec la direction de la compagnie houillère du Nord est à son paroxysme. Chaque jour, la pression monte. Les familles luttent pour mettre de la nourriture sur la table. Mais la solidarité est un rempart contre le désespoir. C'est une époque de conviction forte, où les hommes se tiennent debout, le visage noirci par le charbon, mais les yeux brillants de détermination. Au cœur de ce mouvement, un homme se démarque. Jean-Luc Moreau. Il n'a que 30 ans, mais il possède le charisme et la force de conviction d'un leader né. Sa voix porte, que ce soit pour haranguer la foule aux portes de la mine, ou pour négocier pied à pied avec les représentants de la compagnie. Il est respecté par ses camarades, craint par ses adversaires. Pour les mineurs,
Il n'est pas seulement un leader syndical. Il est l'incarnation de leur espoir, la promesse d'un avenir meilleur. Il est le cœur battant de la grève, l'homme qui refuse de plier, celui qui croit que la justice peut être arrachée des mains puissantes de la compagnie, même si le prix à payer est élevé. Il sait que le danger est partout, mais sa détermination est sans faille. Puis vient le jour de sa disparition. Une explosion retentit dans un secteur isolé de La Veuve Noire, une galerie que l'on disait instable. La direction parle immédiatement d'une explosion contrôlée qui a mal tourné. Un tragique accident. Jean-Luc Moreau, qui avait été vu se dirigeant seul vers cette zone, est porté disparu, son corps probablement enseveli sous des tonnes de roches. Privé de son leader, démoralisé, la grève s'effondre en quelques jours. La version officielle s'impose facilement. Un héros du mouvement ouvrier, victime de l'imprudence ou de la fatalité. Certains murmurent, doutent, mais la peur et le pouvoir de la compagnie étouffent rapidement toute contestation. Jean-Luc Moreau devient une légende douce amère, un martyr dont le sacrifice a été vain. L'histoire est écrite, classée, et la vie reprend son cours difficile. De retour en 2005, dans la galerie silencieuse, les deux ingénieurs fixent le morceau de papier. Les mots tracés 50 ans plus tôt par une main désormais disparue viennent de faire voler en éclats la version officielle. Dubois a saboté les étais. Il m'a piégé. Dis à ma femme que je l'aime. La lutte doit continuer. Ce n'est pas le récit d'un accident. C'est une accusation directe. Un testament laissé dans la précipitation. Une dénonciation posthume. Le nom de Marcel Dubois, l'ancien porion, le chef des équipes de L, époque, est là, écrit noir sur blanc. Le Canari N était pas seulement une sentinelle contre le gaz. Il était le dernier témoin, le gardien d'une vérité assassinée. La mine n'allait pas être scellée aujourd'hui. Au contraire, elle venait de s'ouvrir sur un passé bien plus sombre que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Le téléphone sonne dans l'appartement parisien de Chloé Renaud, brisant le silence studieux de son bureau. L'air y sent le papier ancien et l'encre, un parfum familier pour cette historienne de 35 ans. À l'autre bout du fil, la voix d'un fonctionnaire des archives départementales est hésitante, presque solennelle. Il parle d'une découverte inattendue lors de l'inspection finale de la mine, La Veuve Noire. Un nom qui résonne en Chloé comme un écho lointain, le fantôme d'une histoire familiale qu'elle a passé sa vie à étudier. Il mentionne une cage à oiseaux, une capsule, et une note. Puis, il prononce le nom de son grand-père, Jean-Luc Moreau. Le monde de Chloé, si soigneusement ordonné par les dates et les faits, bascule soudainement. L'histoire n'est plus dans les livres. Elle vient de frapper à sa porte avec la force d'un coup de grisou. La tasse de thé qu'elle tenait se refroidit, oubliée sur un tas de documents. Ses doigts se crispent sur le combiné du téléphone, une cage à oiseaux. L'image se forme dans son esprit, avec une clarté déconcertante. Le métal rouillé, le squelette fragile d'un canari, la pénombre d'une galerie abandonnée depuis 50 ans. C'est une relique, un vestige d'un monde disparu, mais c'est aussi bien plus que cela. C'est une capsule temporelle, un message posthume qui a traversé un demi-siècle de silence et de ténèbres pour lui parvenir. La nouvelle la frappe physiquement, un souffle coupé, un vertige qui la force à s'asseoir. Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Il était simplement en attente, piégé dans les entrailles de la terre, gardé par le plus improbable des messagers. Chloé ferme les yeux et essaye de se concentrer sur les mots de l'homme au téléphone, mais son esprit est déjà ailleurs, à Fosse-Noire, en 1955. Elle pense à sa grand-mère, à ses silences, au portrait de cet homme charismatique qu'elle n'a jamais connu, accroché dans le salon. La version officielle a toujours parlé d'un accident, une tragédie minière comme tant d'autres. Certains, plus discrets, évoquaient une désertion, un leader syndical qui aurait fui ses responsabilités. Mais la note, cette minuscule feuille de papier vient de dynamiter ces deux versions. Dubois a saboté les étais. Il m'a piégé. Ces quelques mots transforment une tragédie en assassinat. Un accident en conspiration. Pour Chloé, l'historienne, c'est une révélation stupéfiante. Pour la petite fille, c'est un séisme qui ébranle les fondations mêmes de son identité. Le poids de cette révélation est immense. Ce n'est plus une simple enquête historique, c'est une quête personnelle, presque une obligation morale. Elle pense à sa grand-mère, maintenant âgée et fragile, qui a vécu toute sa vie avec le poids de l'incertitude. Comment lui annoncer cette nouvelle ? Comment lui dire que ses pires craintes, les soupçons qu'elle n'osait formuler à voix haute, étaient probablement fondés ? Cette note est à la fois une preuve et un poison. Elle a le pouvoir de réécrire l'histoire, de laver l'honneur d'un homme, mais aussi de rouvrir des blessures que l'on croyait cicatrisées par le temps. Chloé sent une responsabilité écrasante s'abattre sur ses épaules. La vérité a un prix, et elle se demande si sa famille est prête à le payer. Elle se lève et se dirige vers la bibliothèque,
où une vieille boîte en fer contient les quelques souvenirs restants de Jean-Luc. Elle en sort une photo en noir et blanc, écornée par le temps. On y voit un jeune homme au regard intense, le visage marqué par le charbon, mais illuminé par un sourire confiant. Il tient dans ses bras un bébé, sa mère. Cet homme N n'était pas une simple figure historique, un nom dans un rapport syndical. Il était un mari, un père, un leader aimé et respecté. La note manuscrite, avec son ultime message d'amour, « Dis à ma femme que je l'aime », lui donne une dimension tragiquement humaine. Il n'est pas mort en héros anonyme, mais en homme piégé, conscient de sa fin imminente, dont les dernières pensées allaient à sa famille et à sa cause. Une détermination froide s'empare de Chloé. La peur et l'incertitude laissent place à une résolution sans faille. Elle ne laissera pas cette histoire être étouffée une seconde fois. 50 ans de silence, c'est assez. Elle le doit à son grand-père, qui a eu la présence d'esprit de laisser ce dernier témoignage. Elle le doit à sa grand-mère, qui mérite de connaître la vérité avant la fin de sa vie. Elle se le doit à elle-même, pour comprendre d'où elle vient, pour donner un sens à ce fantôme qui a hanté sa famille. La promesse est implicite mais puissante. Elle ira jusqu'au bout. Elle découvrira qui était Marcel Dubois, pourquoi il a commis cet acte, et qui d'autres étaient impliqués. La cage du canari a été ouverte, et la vérité qu'elle contenait ne retournera pas dans l'ombre. La machine se met en marche dans sa tête. L'historienne reprend le dessus sur les émotions brutes. Il faudra authentifier la note, l'encre, le papier. Contacter des experts. Retrouver des éventuels témoins encore en vie, même si les chances sont minces après un demi-siècle. Fouiller les archives de la compagnie Houillère du Nord, si elles existent encore. Elle sait que la bataille sera rude. L'entreprise, même si elle a changé de nom et de visage, fera tout pour protéger sa réputation et éviter un scandale aux répercussions potentiellement dévastatrices. Elle se prépare à affronter des murs de silence, des menaces voilées, la condescendance de ceux qui préféreraient que le passé reste enterré. Mais la note est une arme, une clé, et elle compte bien s'en servir. Son premier geste est de réserver un billet de train pour Lille, puis elle louera une voiture pour se rendre à Fosse-Noire. Elle a besoin de voir les lieux, de sentir l'atmosphère de cette région marquée par le charbon et les luttes sociales. Elle doit voir la mine, ou ce qu'il en reste. Elle doit rencontrer les personnes qui lui ont signalé la découverte. Et surtout, elle doit tenir cette capsule entre ses mains, lire de ses propres yeux les mots de son grand-père. Ce pèlerinage aux sources de son histoire familiale est une étape indispensable. C'est là-bas, sur cette terre noire, que les réponses se trouvent. Paris et ses bibliothèques feutrées semblent soudain bien loin de la vérité brute et souterraine qui l'attend. Avant de faire sa valise, elle prend son courage à deux mains et compose le numéro de sa grand-mère. La conversation est l'une des plus difficiles de sa vie. Elle choisit ses mots avec une infinie précaution, parlant d'abord d'une découverte historique, d'un objet personnel ayant appartenu à Jean-Luc. Puis, lentement, elle révèle la nature du message. Un long silence s'installe à l'autre bout du fil, un silence si profond qu'il semble contenir 50 années de chagrin, de doute et d'attente. Finalement, la voix fragile de la vieille dame murmure une simple question, une question qui confirme une vie de soupçon. Alors, ce N était pas un accident. Dans cette simple phrase, Chloé comprend toute l'étendue de la blessure et l'impérieuse nécessité de sa mission. Le voyage qui commence n'est pas seulement un déplacement géographique. C'est une plongée dans le temps, une exhumation. En regardant le paysage défiler par la fenêtre du train, Chloé sent le poids de l'histoire sur ses épaules. Elle n'est plus seulement l'observatrice neutre du passé, elle en est devenue un acteur central. Chaque révélation, chaque témoignage, chaque pièce du puzzle qu'elle assemblera, aura des conséquences directes sur le présent, sur sa famille, et sur la mémoire collective de toute une communauté. Elle s'apprête à réveiller les fantômes de la veuve noire, et elle sait que certains d'entre eux ne se laisseront pas faire sans combattre. La promesse faite à sa grand-mère est désormais un serment. La vérité sera dite. Mais cela, était que le début de ce qui allait suivre. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est complexe, pleine de rebondissements et de vérités douloureuses. Avant de continuer, si ce genre de récit vous passionne, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager, et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et posez-vous cette question, que feriez-vous dans une telle situation? Pensez-vous que vous pourriez supporter le poids d'un secret de famille aussi lourd, une vérité capable de tout changer, 50 ans après les faits? Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à mettre en lumière ces histoires oubliées. Pour comprendre la déflagration que cette note allait provoquer, il faut remonter le temps. Revenir en 1955, à Fosse-Noire,
un village du Nord-Pas-de-Calais qui ne vivait que par et pour la mine. L'air y était perpétuellement chargé d'une fine poussière de charbon, se déposant sur les toits des corons, les visages des enfants et les poumons des hommes. La mine, baptisée avec une ironie macabre, la Veuve Noire, était le cœur battant et le tombeau annoncé de la communauté. Elle offrait le travail, un maigre salaire, et la silicose en héritage. La vie était rythmée par les changements de poste, le sifflement de la sirène, et une solidarité féroce, forgée dans l'obscurité des galeries, et la crainte partagée du coup de grisou. Était un monde dur, un monde d'hommes et de femmes qui ne demandaient pas la lune, juste une part de dignité. Cette année-là, la dignité était justement au centre de toutes les conversations. La colère, qui couvait depuis des mois, avait fini par exploser en une grève générale qui paralysait toute la région. Les mineurs réclamaient des conditions de travail plus sûres, une augmentation de salaire de quelques francs pour nourrir leurs familles, et surtout, du respect. Les piquets de grève se tenaient jour et nuit, devant les grilles cadenassées de la Veuve Noire, les brassereaux crépitant dans le froid humide. Les chants de l'Internationale S élevaient dans les rues, portés par des voix rauques et déterminées. La tension avec la direction de la compagnie houillère du Nord était électrique. Chaque jour qui passait augmentait la pression sur les familles, mais renforçait aussi la détermination des grévistes. Personne ne voulait céder, transformant Fosse-Noire en une poudrière sociale prête à s'enflammer. Au milieu de cette foule en colère se dressait Jean-Luc Moreau. À seulement 30 ans, il possédait une aura qui dépassait de loin son âge. Sa voix, puissante et claire, savait galvaniser les troupes, trouver les mots justes pour exprimer la rage et l'espoir de milliers d'hommes. Il n'était pas un agitateur, mais un leader né, un stratège, qui comprenait aussi bien les rouages de la négociation que la psychologie de ses camarades. Respecté pour son intégrité et son courage, il était devenu le visage et l'âme du mouvement. Pour la compagnie, il était l'homme à abattre, l'obstacle principal à un retour à la normale. Pour les mineurs, il incarnait la promesse d'un avenir où le mot « justice » aurait enfin un sens, même s'il fallait l'arracher des profondeurs de la terre, comme le charbon lui-même. Mais Jean-Luc n'était pas qu'un symbole syndical. Quand il rentrait chez lui, dans le petit coron où chaque maison était le miroir de sa voisine, il était un mari et un père. Sa femme, Madeleine, vivait dans l'angoisse de son combat, mais partageait sa conviction. Elle était son ancre, son refuge loin de la fureur des assemblées générales et de la tension des négociations. Le soir, il laissait le leader à la porte pour devenir l'homme qui lisait une histoire à sa fille, la future mère de Chloé. C'est pour elle, pour leur avenir, qu'il se battait avec une telle ferveur. Cette dimension personnelle décuplait sa détermination. Il ne luttait pas pour une idéologie abstraite, mais pour un monde tangible, où sa famille pourrait vivre décemment, sans la peur constante du lendemain, ou de l'accident, qui le laisserait au fond du puits pour toujours. Face à lui, dans la hiérarchie de la mine, se trouvait Marcel Dubois. Le porion, le chef des équipes. Un homme du cru. Un ancien mineur lui-même, qui avait gravi les échelons à la force du poignet. Dubois connaissait la mine comme sa poche. Chaque galerie, chaque faille, chaque danger. Il était un personnage ambigu, respecté par certains pour sa connaissance du métier, craint par d'autres pour sa loyauté sans faille à la compagnie. Durant la grève, sa position était des plus inconfortables. Il était pris en étau entre ses anciens camarades, qui le considéraient comme un traître, et la direction, qui attendait de lui qu'il maintienne l'ordre, et, si possible, brise le mouvement de l'intérieur. Il représentait cette ligne grise, cette zone de compromis où les convictions érodent face à l'ambition ou à la peur. La compagnie houillère du Nord, quant à elle, n'était pas une simple entreprise. Était une puissance quasi féodale, qui régnait sur la région. Elle possédait les terres, les maisons, les écoles, et même l'église. Elle contrôlait les politiques locaux, et n'hésitait pas à user de son influence pour écraser toute forme de contestation. Pour ses directeurs parisiens, la grève de 1955 n'était pas une crise sociale, mais une simple nuisance, un problème de rentabilité à régler au plus vite, et par tous les moyens. La perte financière causée par l'arrêt de la production se chiffrait en millions de francs chaque semaine. Ils étaient prêts à tout pour mettre fin à ce qu'ils considéraient comme une insubordination intolérable, et des hommes comme Jean-Luc Moreau étaient une menace directe pour leur autorité et leur profit. Dans les jours qui précédèrent la disparition de Jean-Luc, l'atmosphère à Fosse-Noire était devenue irrespirable. La grève éternisait, les réserves des familles épuisaient, et la faim commençait à se faire sentir dans les corons. La compagnie avait durci le ton, faisant appel à des briseurs de grève, et multipliant les manœuvres d'intimidation.
Des rumeurs de menaces directes contre les leaders syndicaux circulaient à voix basse. La solidarité tenait bon, mais des fissures commençaient à apparaître dans le front uni des mineurs. Le conflit approchait de son point de rupture. Chacun sentait qu'un événement décisif allait se produire, un événement qui ferait basculer l'équilibre des forces d'un côté ou de l'autre. La question était plus de savoir si la situation allait exploser, mais quand et comment. C'est dans ce contexte que les Canaries prenaient tout leur sens. Chaque jour, les mineurs descendaient avec ces petits oiseaux jaunes dans leur cage. Leur chant était un signe de vie. Leur silence, un avertissement mortel. Sentinelles fragiles, ils étaient les premiers à succomber au grisou, ce gaz inodore et invisible, qui pouvait transformer une galerie en un enfer de flammes. Leur sacrifice était un rituel macabre, un rappel constant de la précarité de la vie sous terre. Jean-Luc, comme tous les autres, avait son propre canari. Un petit oiseau vif qu'il soignait avec attention. Il ne se doutait pas que cette minuscule créature, symbole de sa propre vulnérabilité face aux dangers de la mine, deviendrait le gardien silencieux de son ultime secret. Le messager improbable, qui, 50 ans plus tard, ferait enfin éclater la vérité. La pression exercée par la compagnie houillère du Nord était devenue une force tangible, aussi palpable que l'humidité suintant des murs des galeries. Depuis leur bureau parisien, les directeurs ne voyaient pas les visages fatigués, ni n'entendaient les toux des mineurs. Ils ne voyaient que des chiffres sur un grand livre de comptes, des courbes de production en chute libre, et des profits qui évaporaient. La grève, pour eux, n'était pas une question de dignité humaine, mais une équation financière à résoudre. Des ordres de plus en plus fermes étaient transmis à la direction locale. Il fallait que la production reprenne, et vite. Cette directive, froide et impersonnelle, se traduisait sur le terrain par une intensification des manœuvres d'intimidation, créant un climat de peur sourde qui s'ajoutait à la misère matérielle, et menaçait de fissurer la solidarité ouvrière. Au cœur de cette stratégie de tension se trouvait Marcel Dubois, le porion. Il était l'incarnation parfaite de l'homme pris entre deux mondes. Il avait connu la poussière, la peur du fond, et la camaraderie des gueules noires. Mais il avait aussi goûté au pouvoir, même modeste, que lui conférait sa position. Il portait des bottes plus propres, et donnait des ordres, là où il en recevait autrefois. La grève l'avait placé dans une position intenable. En traversant les rues du Coron, il sentait le poids des regards hostiles de ses anciens camarades, des regards qui le traitaient de traître, de jaune. Chaque jour, la direction lui demandait des résultats, des informations, des noms. Il devait choisir son camp définitivement, et ce choix, il le sentait, scellerait son destin bien au-delà de la simple issue du conflit social en cours. L'escalade devint alors inévitable. La compagnie fit venir des briseurs de grève, des hommes venus d'autres régions, affamés, et prêts à travailler sous protection. Leur présence était une provocation, une insulte directe à la lutte des mineurs de Fosses-Noires. Des altercations éclataient quotidiennement aux grilles de la mine, des échanges de coups et d'injures qui envenimaient une situation déjà explosive. La nuit, les menaces devenaient plus personnelles. Des pierres étaient jetées contre les fenêtres des délégués syndicaux les plus actifs. Des messages anonymes, griffonnés sur du papier bon marché, étaient glissés sous les portes, promettant le pire à ceux qui refuseraient de reprendre le travail. La peur était plus seulement celle de la faim, mais une peur physique, directe, qui s'infiltrait dans chaque foyer, et hantait les nuits sans sommeil. Dans leur petite maison du Coron, Jean-Luc et Madeleine tentaient de préserver une illusion de normalité. Le soir, à la lueur d'une unique ampoule, l'odeur de la soupe de pommes de terre se mêlait à celle du tabac que Jean-Luc fumait pour calmer ses nerfs. Madeleine, le visage creusé par l'inquiétude, raccommodait pour la énième fois les vêtements de leur fille. Elle ne lui posait que peu de questions sur les dangers qu'il courait, mais son silence était plus lourd de sens que n'importe quel reproche. Jean-Luc, malgré sa propre fatigue, s'efforçait de la rassurer, lui parlant de l'avenir, de la victoire certaine, de la vie meilleure qu'il construisait. Ces moments de tendresse volée étaient leur unique rempart contre la violence du monde extérieur. Une bulle de chaleur humaine, menacée éclatait à chaque instant. Jean-Luc était pleinement conscient des risques. Ses amis, et même certains adversaires qui lui reconnaissaient une forme d'intégrité, l'avaient mis en garde. Il était devenu le symbole de la résistance, et les symboles sont les premières cibles que l'on cherche à abattre. Mais reculer n'était pas une option. Il se sentait investi d'une responsabilité qui le dépassait. Il portait l'espoir de milliers d'hommes et de leurs familles. Abandonner aurait été une trahison bien plus grande que celle de Dubois. Lors d'une réunion clandestine dans l'arrière-salle d'un café, il avait eu cette phrase qui résumait sa détermination. « Ils peuvent nous affamer, nous menacer, mais ils ne peuvent pas nous enlever notre dignité. »
Tant que nous nous tenons debout, ensemble, nous sommes plus forts qu'eux. Sa conviction était sa force, mais aussi sa plus grande vulnérabilité. L'atmosphère à fosse noire était devenue spectrale. Le silence assourdissant de la mine, habituellement si bruyante, avait envahi le village. Les structures métalliques du chevalement se dressaient comme des squelettes contre le ciel perpétuellement gris. On n'entendait plus le roulement des berlines ni le cri de la sirène marquant les changements de poste. Ce vide sonore était rempli par une tension palpable, une attente fébrile. Les conversations se faisaient à voix basse, les regards étaient méfiants. Le village entier semblait retenir sa respiration, suspendu à l'issue d'un bras de fer, dont chacun sentait qu'il ne pouvait se terminer que de manière brutale. Était le calme avant la tempête, un calme lourd de toutes les colères et de toutes les angoisses accumulées depuis des semaines. Quelques jours avant le drame, Jean-Luc et Marcel Dubois étaient croisés près du puits. L'échange avait été bref, mais glacial. Dubois, avec un ton faussement paternaliste, avait tenté de raisonner Jean-Luc. « Tu mènes tout le monde à sa perte pour ton orgueil », lui avait-il lancé. « La compagnie ne cédera jamais, pense aux familles. » Jean-Luc l'avait fixé, son regard brûlant d'un mépris froid. « Les familles ? C'est toi qui as oublié ce que ce mot veut dire, Marcel. Tu as choisi ton camp. Ne me parle plus jamais des nôtres. » Il n'y avait plus de place pour la discussion. Un fossé infranchissable, était creusé entre les deux hommes. Un fossé qui, était pas seulement idéologique, mais profondément personnel. Cette confrontation avait scellé une inimitié qui allait bientôt trouver sa conclusion tragique dans l'obscurité de la mine. Le matin de sa disparition, Jean-Luc était levé avant l'aube, comme à son habitude. Avant de partir pour le piquet de grève, il avait pris quelques instants pour s'occuper de son canari. Il changea l'eau de l'abreuvoir, et ajouta quelques graines dans la mangeoire. L'oiseau, réveillé, était mis à chanter, une petite mélodie cristalline qui contrastait violemment avec la grisaille et la tension ambiante. Pour Jean-Luc, ce rituel était un ancrage, un rappel de la vie simple et fragile qu'il défendait. Il ne pouvait se douter que ce petit oiseau, symbole de vulnérabilité, deviendrait le dépositaire de son dernier message, le témoin silencieux d'un crime qui attendrait un demi-siècle dans les entrailles de la terre, pour être enfin révélé à la lumière du jour. Dès son arrivée à Fosse Noire, Chloé fut saisie par l'atmosphère du lieu, un mélange de résignation et de fierté silencieuse. Les corons, ces alignements de maisons en briques rouges au toit d'ardoise, semblaient murmurer les histoires d'une époque révolue. Le chevalement métallique de la Veuve Noire, bien que silencieux et rouillé, dominait toujours le paysage comme un mémorial spectral. En marchant dans les rues où son grand-père avait mené sa lutte, elle sentait le poids de l'histoire s'infiltrer en elle, non plus comme un sujet d'études académiques, mais comme une réalité tangible et pesante. Le ciel gris du nord semblait peser sur ses épaules, un linceul, qui avait recouvert la vérité pendant 50 longues années. Chaque visage croisé, chaque regard d'un vieil habitant, lui donnait l'impression d'être observé, jugé, comme si sa quête venait déranger un ordre établi sur le silence et l'oubli. Le lendemain matin, dans une salle sans âme de la mairie, on lui présenta enfin les objets. La cage à oiseaux, posée sur la table, était une sculpture de rouille et de calcite, une œuvre d'art macabre façonnée par le temps et l'oubli. Mais c'est en tenant la capsule de métal que Chloé sentit un frisson la parcourir. L'objet était froid, dense, chargé d'une énergie contenue. Avec une précaution infinie, elle en extirpa le minuscule rouleau de papier. Le contact avec cette feuille, si fragile et jaunie, fut un choc. Était un lien physique, direct, avec son grand-père. Elle déchiffra l'écriture, à la fois fébrile et ferme, reconnaissant les quelques lettres qu'elle avait déjà vues sur d'anciennes cartes postales. Les mots « Dubois saboté les étais. Il m'a piégé. Était plus une information transmise par téléphone, mais une accusation vivante, tracée par une main qui luttait contre la mort. Émotion passée, la rigueur de l'historienne reprit le dessus. Ce morceau de papier était le cœur de toute l'affaire, mais sans une validation scientifique irréfutable, il ne resterait qu'une simple curiosité, une anecdote familiale poignante. La compagnie houillère du Nord, ou ce qu'il en restait, le balayerait d'un revers de main en le qualifiant de faux. Chloé prit une décision immédiate. Elle contacta le docteur Hélène Lavigne, une sommité parisienne en expertise de documents anciens et en graphologie médico-légale. Était la seule manière de transformer ce testament fragile en une preuve en béton. Elle expliqua la situation avec une précision clinique, sentant que cette démarche était le premier véritable acte de son enquête, le premier pas qui faisait passer l'histoire du domaine de l'intime à celui de la justice. L'attente des résultats fut une torture. Chloé retourna à Paris confiant la précieuse note au laboratoire du docteur Lavigne.
Elle imaginait les analyses, un processus froid et technique, qui contrastait violemment avec l'origine dramatique du document. Spectrométrie de masse pour dater l'encre, analyse des fibres du papier pour en confirmer époque, comparaison graphologique avec les quelques écrits de Jean-Luc, qu'elle avait pu retrouver dans les archives familiales. Chaque jour qui passait était un mélange d'espoir et d'angoisse. Et si tout cela, était qu'une coïncidence macabre? Et si la note était un faux, une blague cruelle d'un autre mineur? Ses doutes la rongeaient, mais au fond d'elle, une intuition puissante lui disait qu'elle tenait la vérité. Cette attente la forçait à se préparer au combat, qui suivrait inévitablement la confirmation. Pendant ces longues journées, Chloé ne resta pas inactive. Elle commença ses recherches sur le nom qui hantait ses pensées. Marcel Dubois. Elle plongea dans les archives départementales, épluchant les listes du personnel de la compagnie houillère du Nord de 1955. Le nom apparut rapidement. Marcel Dubois, Porion. Chef des équipes. Son adresse de Velle, époque correspondait à un coron de fosses noires. Une recherche plus récente dans les annuaires et les registres électoraux lui glaça le sang. Marcel Dubois était toujours en vie. Il avait 82 ans et vivait une retraite paisible dans un pavillon coquet à quelques kilomètres de la mine. L'antagoniste de son histoire, le bourreau présumé de son grand-père, n'était pas un fantôme du passé. Était un vieil homme bien réel, avec un nom, une adresse, et des secrets qu'il pensait probablement emporter dans sa tombe. Le téléphone sonna un mardi après-midi. La sonnerie stridente la fit sursauter. Était le docteur Lavigne. Chloé sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle décrochait, la main tremblante. La voix de l'experte était calme, posée, presque chirurgicale, ce qui ne fit qu'amplifier la tension. Elle prit une profonde inspiration, se préparant au verdict, qui pouvait soit donner un sens à sa quête, soit la réduire à néant. Mademoiselle Renaud, commença le docteur Lavigne, j'ai terminé l'ensemble des analyses. Les résultats sont formels et sans aucune ambiguïté. Un silence suivit, un instant suspendu qui sembla durer une éternité. Un abîme dans lequel 50 ans de doute et de chagrin étaient sur le point de basculer d'un côté ou de l'autre. Pour Chloé, le monde entier semblait être arrêté, attendant la suite de cette phrase. Le papier est une pâte à base de chiffon, couramment utilisée dans les années 1950, mais devenue très rare par la suite. L'analyse chromatographique de l'encre révèle une composition ferrogallique, typique des stylos-plumes de époque. La corrosion de la capsule métallique a d'ailleurs légèrement altéré sa composition chimique, ce qui est cohérent avec un long séjour en milieu humide, expliqua méthodiquement le docteur Lavigne. Puis vint la conclusion, la phrase qui changea tout. Quant à l'analyse graphologique comparative avec les 3 échantillons d'écriture que vous m'avez fournis, il n'y a pas le moindre doute. Écriture sur la note est bien celle de monsieur Jean-Luc Moreau. La validation était totale, scientifique, irréfutable. La note était authentique. L'accusation venait de traverser un demi-siècle pour devenir une vérité prouvée. Chloé raccrocha le téléphone, s'asseyant lourdement sur une chaise. Ce n'était pas de la joie qu'elle ressentait, ni même du soulagement, mais le poids écrasant d'une certitude. La légende familiale venait de se transformer en dossier criminel. La note était plus un souvenir. Était une pièce à conviction. La quête de réhabilitation de la mémoire de son grand-père se muait en une enquête pour meurtre. Le nom de Marcel Dubois résonnait désormais dans son esprit avec une clarté terrifiante. Il était plus une simple hypothèse, mais l'unique suspect d'un assassinat commis 50 ans plus tôt. Sa mission venait de prendre une nouvelle dimension, bien plus dangereuse et complexe. Elle avait la preuve. Il lui fallait maintenant trouver le témoin qui pourrait raconter ce qui était réellement passé ce jour-là, au fond de la Veuve Noire. Avec la certitude scientifique en main, Chloé savait que son combat changeait de nature. La note était une arme silencieuse, mais pour la faire parler, il lui fallait une voix humaine, un témoignage qui pourrait donner vie à l'encre séchée. Elle se lança alors dans une course contre la montre, une quête pour retrouver les anciens camarades de son grand-père, les survivants de la Veuve Noire, de 1955. Ce fut un travail fastidieux et souvent décourageant. Elle passa des journées entières à éplucher de vieux registres syndicaux aux pages jaunies, à passer des appels à des maisons de retraite, où les mémoires étaient aussi fragiles que les corps. Beaucoup étaient morts, d'autres avaient déménagé, et ceux qui restaient répondaient souvent avec un silence prudent, une méfiance ancrée par des décennies de peur et de résignation. La communauté minière savait garder ses secrets. Pourtant, au fil des conversations prudentes et des portes qui se refermaient, un nom revenait avec une insistance troublante. Louis Blanc. On le décrivait comme l'ombre fidèle de Jean-Luc, son plus proche ami, l'homme avec qui il partageait ses doutes et ses espoirs. Si quelqu'un savait quelque chose,
était lui. La question angoissante était de savoir s'il était encore en vie. Après plusieurs jours de recherches infructueuses dans les registres officiels, elle le retrouva grâce à une vieille femme du village, qui lui indiqua sa maison d'un simple mouvement de tête. Louis Blanc vivait toujours là, dans le même coron, à quelques rues seulement de la maison où Jean-Luc avait vécu. L'espoir et l'appréhension se mêlèrent en Chloé. Elle était sur le point de rencontrer le dernier gardien des souvenirs de son grand-père. Mais ce gardien accepterait-il de lui ouvrir la porte de son passé? La maison de Louis Blanc était un musée vivant, figé dans le temps. Un petit jardin impeccablement entretenu contrastait avec la façade de briques noircie par un siècle de poussière de charbon. Un homme frêle, le dos voûté par une vie de labeur souterrain lui ouvrit la porte. Ses mains noueuses et déformées par l'arthrite étaient celles d'un homme qui avait lutté avec la terre toute sa vie. Ses yeux, d'un bleu délavé, la scrutèrent avec une méfiance lasse. Chloé se présenta, expliquant ses recherches sur l'histoire de la mine. L'homme, elle, écouta poliment, mais sans chaleur. L'air à l'intérieur de la maison sentait la cire, le café froid, et quelque chose d'autre. Une odeur indéfinissable de souvenirs et de regrets. Elle sentait qu'elle marchait sur un terrain miné, où chaque mot devait être pesé avec une infinie précaution. Dès que le nom de Jean-Luc Moreau fut prononcé, une grille de fer s'abaissa derrière les yeux de Louis. Son corps se raidit visiblement, et la main qui tenait le cadre de la porte se mit à trembler. « Je ne sais rien, » dit-il d'une voix soudainement rauque et cassante. Était il y a longtemps. Les accidents, ça arrivait tout le temps. Il fit un pas en arrière, prêt à refermer la porte. Le déni était si total, si viscéral, qu'il en était une forme d'aveu. Chloé comprit que la peur qui avait scellé ses lèvres en 1955 était toujours là, vivante et puissante, 50 ans plus tard. Ce haine n'était pas un simple oubli, était un secret activement gardé, un fardeau qu'il portait seul depuis un demi-siècle, et qu'il n'avait aucune intention de partager avec une étrangère venue de Paris. Chloé changea de tactique, abandonnant l'approche de la journaliste pour celle de la petite fille. « S'il vous plaît, monsieur Blanc, » dit-elle d'une voix douce. « Je ne suis pas là pour la presse ou pour un scandale. Je suis là pour ma grand-mère. Elle est très âgée maintenant, et elle mérite de savoir la vérité avant de partir. Elle a vécu toute sa vie avec ce doute. » Elle sortit de son portefeuille une petite photo en noir et blanc, usée par le temps, montrant Jean-Luc souriant, tenant sa petite fille dans ses bras. « Ce n'est pas pour la vengeance, » continua-t-elle en lui tendant la photo. « C'est pour la mémoire. Pour la paix. » Louis refusa de prendre la photo, mais son regard fut attiré par elle, et Chloé vit une lueur de douleur vaciller dans ses yeux. Le mur de peur commençait à se fissurer. Voyant le mur de peur encore debout, elle joua sa carte maîtresse, l'arme factuelle qui ne laissait aucune place au déni. « Ils ont retrouvé quelque chose dans la mine, » dit-elle calmement, en sortant une photocopie de la note. « Une capsule. Avec un message de mon grand-père. Un message authentifié par des experts. » Elle s'approcha de lui, et sa voix se fit plus ferme, plus précise. Il a écrit « Dubois a saboté les étais. Il m'a piégé. » Les mots, lus à voix haute dans le silence de la petite entrée, eurent l'effet d'une détonation. Le visage de Louis se décomposa. La couleur quitta ses joues, et il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La preuve tangible, la vérité écrite noir sur blanc, venait de faire voler en éclats la forteresse de silence qu'il avait mis 50 ans à construire. Le barrage céda. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur les joues parcheminées de Louis, puis se transformèrent en sanglots convulsifs, qui secouaient tout son corps frêle. Était le chagrin d'un ami perdu. Mais était surtout la libération d'un poids écrasant, le poids de 50 années de silence, de peur et de culpabilité. Chloé attendit, respectueuse de cette douleur, qui avait attendu si longtemps pour s'exprimer. Finalement, il la fit entrer, et l'invita à s'asseoir dans sa cuisine sombre. Il lui fallut encore de longues minutes pour retrouver sa voix. Quand il parla enfin, ce fut d'un murmure brisé, mais chaque mot portait le sceau de la vérité. « Ce jour-là, » commença-t-il, les yeux fixés sur un point invisible du passé, « ce jour-là, j'ai tout vu. » D'une voix brisée, il commença son récit. Il expliqua qu'il se trouvait dans une galerie adjacente, en train de vérifier un conduit de ventilation, quand il avait vu Marcel Dubois se diriger seul vers le secteur instable où Jean-Luc avait rendez-vous. Il n'y avait aucune raison pour que le porion soit là, et surtout il portait des outils qui, n'étaient pas les siens, notamment une lourde barre à mine. Quelques minutes plus tard, l'explosion avait retenti, un bruit sourd et terrible qui avait fait trembler la terre. Louis, pétrifié par la peur, n'avait rien dit. Il savait. Mais ce était pas le pire. Ce que j'ai vu, était un meurtre, murmura-t-il,
en fixant Chloé avec une intensité désespérée. Mais ce que j'ai entendu quelques jours plus tard dans les bureaux de la direction, était bien pire. Le vrai crime, ce N, était pas l'explosion. Était le prix du silence. La phrase de Louis Blanc tomba dans le silence de la petite cuisine, avec le poids d'une pierre tombale. Le vrai crime, ce N, était pas l'explosion. Était le prix du silence. Chloé sentit un frisson glacial parcourir son échine, bien plus intense que celui qu'elle avait ressenti en tenant la note de son grand-père. La vérité qu'elle cherchait était plus sombre, plus vaste et plus corrompue qu'un simple meurtre commis par un homme lâche. Ce que Louis s'apprêtait à lui révéler, n'était pas seulement le secret d'un assassinat, mais la clé d'une conspiration d'entreprise qui avait utilisé la vie d'un homme comme simple monnaie d'échange pour garantir ses profits. La mine, la veuve noire n'avait pas seulement pris le corps de Jean-Luc Moreau. Elle avait acheté le silence de toute une communauté, un silence qui avait duré 50 ans, et dont le poids écrasait encore les épaules de l'homme assis en face d'elle. D'une voix qui était plus qu'un souffle rauque, Louis raconta la scène qui le hantait depuis un demi-siècle. Quelques jours après la disparition de Jean-Luc, alors que la grève s'effondrait, il avait été réquisitionné pour une corvée de nettoyage dans les bureaux de la direction, une tâche inhabituelle pour un mineur de fond. Était tard le soir. Alors qu'il passait le balai dans le couloir feutré, il entendit des voix provenant du bureau du directeur, dont la porte était restée entr'ouverte. Il reconnut immédiatement la voix autoritaire de Monsieur Lefebvre, le directeur de la mine, et une autre voix, plus suave, plus parisienne, qu'il ne connaissait pas. Poussé par une curiosité mêlée de peur, il s'immobilisa dans l'ombre, retenant sa respiration, et écouta la conversation qui allait sceller sa culpabilité silencieuse pour le reste de sa vie. Les mots qu'il entendit étaient clairs, froids et dénués de toute humanité. Le problème Moreau est réglé de manière définitive, disait la voix parisienne. La prime exceptionnelle pour Dubois a été validée. 500 000 francs. C'est une somme, mais la reprise du travail en valait bien le prix. Lefebvre avait répondu d'un ton satisfait. Il a été efficace et discret. Personne ne parlera. La peur est plus persuasive que n'importe quel leader syndical. Il ne parlait pas d'un accident, mais d'une opération, d'une transaction commerciale. Il parlait de la mort d'un homme comme d'un investissement rentable. Pour Louis, caché dans le couloir, chaque mot était un coup de poignard. Il comprit alors que Dubois était que l'exécutant. Les vrais assassins portaient des costumes, et fumaient des cigares dans des bureaux lambrissés. Pour Chloé, cette révélation fut un séisme. L'enquête venait de changer radicalement de dimension. Il ne s'agissait plus de confronter un vieil homme à son crime passé, mais de s'attaquer à une institution, la Compagnie Houillère du Nord, une entité puissante, qui avait planifié et financé un assassinat pour briser une grève. La note de son grand-père était la preuve du meurtre, le témoignage de Louis était la preuve de la conspiration. Mais elle savait que la parole d'un vieil homme, aussi sincère soit-elle, ne suffirait pas face aux avocats de l'entreprise. Il lui fallait une preuve matérielle, une trace tangible, de cette transaction macabre. Il lui fallait trouver la preuve de ce paiement de 500 000 francs, la pièce manquante qui relierait l'exécutant au commanditaire. Sa quête la mena aux archives départementales, dans une salle immense et poussiéreuse, où dormaient les vestiges administratifs de la région. Elle passa des jours entiers penchée sur des épais registres comptables de la Compagnie Houillère du Nord, des volumes reliés de cuir dont les pages sentaient le temps et l'oubli. L'air était lourd, le silence seulement troublé par le froissement du papier jauni. Était un travail de fourmi, fastidieux et épuisant. Elle examinait chaque ligne, chaque écriture, cherchant une anomalie, une sortie d'argent inhabituelle dans les semaines qui avaient suivi la mort de son grand-père. Des centaines de pages, des milliers de chiffres, de noms. Le découragement la guettait, mais l'image de Louis, brisée par son secret, et celle de sa grand-mère, attendant la paix, la poussait à continuer. Et puis, un après-midi alors que la lumière déclinait à travers les hautes fenêtres sales, elle le trouva. Dans le grand livre de l'année 1955, à la date du 12 octobre, une semaine exactement après l'explosion, une ligne attira son attention. Écriture était soignée, presque élégante. Prime de productivité exceptionnelle, Monsieur Marcel Dubois. Et à côté, un montant qui lui coupa le souffle, 500 000 francs. Était là, écrit noir sur blanc. Une somme astronomique pour époque, équivalente à plusieurs années de salaire d'un mineur. Et le libellé, prime de productivité, était une insulte grotesque, alors que la mine était paralysée par la grève depuis des semaines. Était la preuve. Le reçu sanglant. Le contrat qui liait Dubois à la direction dans un pacte de meurtre et de silence.
Armée de la note, du témoignage et maintenant de la preuve comptable, Chloé savait qu'elle ne pouvait plus agir seule. La compagnie houillère du Nord, même sous son nouveau nom, restait un géant économique et politique. L'affronter frontalement sans soutien serait un suicide. Elle prit alors contact avec un grand reporter d'un quotidien national, un journaliste d'investigation réputé pour son intégrité et sa ténacité. Elle lui exposa toute l'affaire, lui montrant les photocopies des documents, lui racontant l'histoire de Jean-Luc, de Louis, de la cage du Canari. Le journaliste, elle, écouta avec une intensité croissante, ses yeux brillants d'une lueur que Chloé connaissait bien, celle du chasseur, qui vient de trouver une piste majeure. Il comprit immédiatement la portée de l'histoire, un scandale état potentiel, qui mêlait histoire sociale, crime et cynisme patronal. L'article parut en une du journal une semaine plus tard, le titre barrait la page en lettres capitales, Meurtre à la mine, 50 ans de mensonges d'entreprise. L'effet fut celui d'une bombe. L'histoire du leader syndical assassiné, de la note posthume et de la conspiration financière, fit le tour du pays en quelques heures. Les télévisions, les radios, tous les médias s'emparèrent de l'affaire. Le nom de Jean-Luc Moreau, oublié de tous sauf de sa famille, était soudain sur toutes les lèvres. La cage du Canari devint un symbole national de la lutte ouvrière et de la justice tardive. Fosse-Noire, le petit village minier endormi, se retrouva sous les feux des projecteurs, forcé de se confronter à ses fantômes les plus sombres. Pour Chloé, c'est qu'elle était une victoire, mais elle savait que la guerre ne faisait que commencer. La réaction de la Compagnie des Charbonnages du Nord, successeur de la CHN, ne se fit pas attendre. Elle fut d'une violence inouïe. Dans un communiqué de presse glacial, la direction dénonça une campagne de diffamation calomnieuse, basée sur des documents sortis de leur contexte, et le témoignage douteux d'un vieillard. Ils qualifièrent l'enquête de Chloé de construction romanesque, destinée à nuire à la réputation d'une entreprise fleuron de l'industrie française. Ils annoncèrent le dépôt immédiat d'une plainte pour diffamation contre Chloé et le journal, réclamant des dommages et intérêts exorbitants. Était une déclaration de guerre, une tentative brutale d'intimidation visant à écraser financièrement, et à la discréditer publiquement, avant qu'elle ne puisse faire plus de dégâts. La bataille devint alors publique, une confrontation asymétrique entre une historienne seule et un conglomérat industriel aux ressources quasi illimitées. Chloé commença à recevoir des lettres d'avocats, des mises en demeure, puis des appels anonymes au milieu de la nuit, lui conseillant d'arrêter de remuer la merde si elle tenait à sa carrière. On tenta de la salir, de fouiller dans son passé pour trouver la moindre faille. Mais la manœuvre de l'entreprise se retourna contre elle. L'opinion publique, émue par l'histoire de Jean-Luc, et révoltée par l'arrogance de la compagnie, prit fait et cause pour Chloé. Elle devint le visage d'un combat pour la vérité, un David moderne face à un Goliath corporatiste. Des comités de soutien se formèrent, et un élan de solidarité inattendu lui donna la force de continuer. Loin de l'intimider, l'agressivité de la compagnie ne fit que renforcer la détermination de Chloé. Chaque menace, chaque communiqué méprisant était pour elle un aveu de culpabilité. Pourquoi déployer une telle force de frappe pour une construction romanesque? Leur peur panique était la meilleure confirmation de la véracité de ces découvertes. Elle comprit qu'elle avait touché le cœur du système, un système basé sur l'impunité, où la vie d'un homme ne pesait rien face aux impératifs du profit. La lutte pour la mémoire de son grand-père était devenue une lutte plus large, une lutte pour la dignité de tous ceux que le pouvoir économique avait tenté de broyer et de réduire au silence. Elle n'allait pas reculer. Elle irait jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix à payer. Loin de l'isoler, la contre-attaque juridique de la compagnie produisit un effet boomerang spectaculaire. Chloé Renaud, l'historienne méticuleuse, devint aux yeux du public une figure héroïque, une incarnation moderne de la lutte pour la vérité face à l'arrogance corporatiste. La cage du Canari, reproduite dans tous les journaux, se mua en un puissant symbole de la mémoire ouvrière bafouée. Cette vague de soutien populaire, inattendue et massive, créa une brèche dans le mur de silence que 50 ans de peur avaient cimenté. Des gens qui n'avaient jamais osé parler, qui avaient enfoui leurs souvenirs sous des couches de résignation, commencèrent à se demander si le moment n'était pas enfin venu de libérer leur conscience. La pression médiatique et publique était devenue si forte, que les secrets les mieux gardés de Fosse-Noire commençaient à remonter à la surface, comme des bulles de grisou prêtes à exploser. Un soir, alors qu'elle épluchait des dizaines de messages de soutien, un courriel se distingua des autres. L'expéditeur se présentait comme le fils de Jacques Lemaire, l'ancien bras droit du directeur de la mine, Monsieur Lefebvre, en 1955. L'homme, aujourd'hui sexagénaire, expliquait que son père, tourmenté par la culpabilité, lui avait fait des confessions fragmentaires sur son lit de mort des années auparavant.
Il n'avait jamais osé en parler, par peur des représailles et par loyauté envers la mémoire de son père. Mais en voyant le courage de Chloé, et la violence de la réaction de la compagnie, il sentait qu'il avait le devoir moral de lui transmettre ce qu'il savait. Il proposait une rencontre discrète, loin des journalistes, mentionnant qu'il avait en sa possession des documents personnels de son père qui pourraient s'avérer cruciaux pour son enquête. La rencontre eut lieu dans un café anonyme de Lille. L'homme, visiblement nerveux, tendit à Chloé un vieux carnet relié en cuir. Était le journal personnel de son père. En le feuilletant, Chloé sentit son cœur s'accélérer. Elle, écriture nerveuse de Jacques Lemaire, décrivait l'atmosphère délétère de la direction pendant la grève. Puis, elle tomba sur une entrée datée de quelques jours avant la mort de son grand-père. Lemaire y décrivait une réunion secrète avec Lefebvre, juste après que ce dernier soit revenu d'un voyage express au siège parisien. Les mots étaient codés, mais leur sens était glaçant. Lefebvre est revenu avec des instructions claires. Le problème Moreau doit être réglé de manière définitive. Les ordres de Paris sont formels. C'est la seule façon de briser la grève. Le crimen était plus une initiative locale. Il avait été commandité depuis les plus hautes sphères de la compagnie. Le journal de Lemaire était une mine d'informations terrifiante. Il décrivait une culture d'entreprise impitoyable, où la loyauté était absolue, et la dissidence, même interne, impensable. Les pages suivantes révélaient le nom de l'homme qui avait donné ces ordres. Antoine Devalois, le tout-puissant directeur général de la compagnie houillère du Nord à elle, époque. Devalois y était dépeint comme un homme froid, calculateur, pour qui les mineurs N étaient qu'une variable d'ajustement dans ses bilans financiers. Le plan était simple, utiliser un homme de main local, Marcel Dubois, pour créer un accident fatal, puis étouffer l'affaire avec de l'argent et des menaces. Jean-Luc Moreau n'avait pas été tué par un simple porion ambitieux, mais par une décision stratégique prise dans un bureau lambrissé de la capitale. Chloé entreprit immédiatement des recherches sur Antoine Devalois. L'homme était décédé depuis longtemps, mais son nom était gravé dans le marbre de l'histoire industrielle française. Il était célébré comme un visionnaire, un bâtisseur d'empire, un capitaine d'industrie qui avait contribué à la reconstruction de la France d'après-guerre. S'attaquer à sa mémoire, était s'attaquer à une icône, à un pan entier du récit national. Elle comprit alors l'ampleur de la tâche et le danger qu'elle représentait. La compagnie ne se battait pas seulement pour éviter un scandale financier, mais pour protéger l'héritage d'un de ses pères fondateurs, un homme dont l'image publique immaculée dissimulait en réalité celle d'un commanditaire de meurtre. Les enjeux venaient de dépasser tout ce qu'elle avait pu imaginer. L'onde de choc médiatique continua de se propager, et une autre voix finit par briser le silence. Une femme très âgée, la veuve d'un mineur nommé Paul Garnier, contacta le journaliste qui travaillait avec Chloé. Son mari était mort dans un éboulement accidentel en 1954, un an avant Jean-Luc, dans une autre mine appartenant à la même compagnie. Paul Garnier était lui aussi un délégué syndical très actif, et une épine dans le pied de la direction. La vieille dame raconta, la voix tremblante d'une émotion contenue depuis un demi-siècle, qu'elle n'avait jamais cru à la version officielle. Elle se souvenait des menaces à peine voilées qu'avait reçues son mari, et de la rapidité suspecte avec laquelle la direction avait bouclé l'enquête interne, concluant à sa seule imprudence. Son témoignage était d'autant plus troublant qu'il présentait des similitudes glaçantes avec l'affaire Moreau. Après la mort de son mari, la compagnie lui avait versé une indemnité, exceptionnellement généreuse, bien supérieure aux compensations habituelles. Un cadre de la direction était venu lui apporter le chèque en personne, lui conseillant avec une bienveillance suspecte, de ne pas chercher à remuer le passé, pour le bien de ses enfants. Était le même modus operandi. Éliminer un leader gênant, maquiller le crime en accident du travail, puis acheter le silence de la famille avec une somme d'argent qui, pour une veuve sans ressources, était impossible à refuser. Le silence de cette femme N était pas le fruit de l'oubli, mais d'une transaction forcée par la peur et la nécessité. Pour Chloé, ce fut une révélation vertigineuse. Le puzzle macabre qu'elle assemblait pièce par pièce ne dessinait plus le portrait d'un crime unique, mais celui d'une stratégie systémique et organisée. L'assassinat de son grand-père N n'était pas une exception, mais la confirmation d'une méthode. La compagnie houillère du Nord n'avait pas simplement commandité un meurtre. Elle avait mis en place un véritable système d'élimination de ses opposants syndicaux. Combien d'autres accidents mortels, classés sans suite à l'époque, cachaient en réalité des exécutions sommaires. L'enquête ne portait plus sur un seul homme, mais sur un réseau de morts dissimulées, un chapitre sanglant et totalement occulté de l'histoire sociale française. Alors que l'affaire prenait cette nouvelle dimension, le journaliste partenaire de Chloé reçut un pli anonyme. À l'intérieur, la photocopie d'une note de service estampillée Confidentiel Défense, provenant des archives du ministère de l'Industrie
et datant de 1956. Le document était un rapport rédigé par un inspecteur des mines, qui étonné de la récurrence anormale d'accidents mortels impliquant des responsables syndicaux, dans les concessions de la CHN. L'inspecteur recommandait l'ouverture d'une enquête approfondie. En marge du rapport, une note manuscrite d'un directeur de cabinet indiquait laconiquement: dossier clos suite à un entretien entre le ministre et M. de Valois. La preuve était là, irréfutable. La conspiration avait bénéficié d'une protection au plus haut niveau de l'aile, État. La toile d'araignée de la corruption et du crime était désormais visible dans toute son étendue. Elle partait des galeries sombres du Nord, où des hommes comme Dubois exécutaient les basses œuvres, montaient jusqu'au bureau feutré de la direction locale qui organisait la logistique, pour atteindre son sommet dans les cercles du pouvoir parisien, où des titans de l'industrie comme Antoine de Valois prenaient les décisions et obtenaient la complicité silencieuse du gouvernement, pour garantir leur impunité totale. La plainte pour diffamation de la compagnie semblait maintenant dérisoire, une manœuvre de diversion désespérée pour cacher un scandale d'une ampleur historique, un secret d'État qui avait survécu pendant 50 ans, grâce à une conspiration du silence impliquant les élites économiques et politiques du pays. Chloé sentit sur ses épaules le poids non plus d'un seul fantôme, mais de dizaines. Sa quête, initialement personnelle et familiale, était transformée en une croisade pour la mémoire de tous les oubliés, de tous ces hommes dont la mort avait été réduite à une simple ligne dans un registre comptable ou un rapport d'accident falsifié. Elle était plus seulement la petite fille de Jean-Luc Moreau. Elle était devenue, malgré elle, la voix de tous ceux que la compagnie et État avaient tenté de réduire au silence éternel. Le combat serait plus dur et plus dangereux que jamais, mais l'abandon était plus une option. Elle avait déterré une vérité trop monstrueuse pour être à nouveau ensevelie. Elle irait jusqu'au bout, pour eux tous. La confrontation était inévitable, et Chloé la savait aussi nécessaire que dangereuse. Elle se gara devant le pavillon coquet de Marcel Dubois, une maisonnette proprette avec des géraniums aux fenêtres, l'incarnation même d'une retraite paisible et méritée. Le contraste entre cette façade de normalité et l'horreur qu'elle dissimulait, lui donna la nausée. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et la cire d'abeille, des parfums de domesticité qui semblaient être un blasphème. Elle prit une profonde inspiration, l'air frais du matin ne parvenant pas à calmer le battement frénétique de son cœur. Dans son sac, un petit enregistreur tournait déjà, sa seule assurance silencieuse. Elle était plus l'historienne cherchant des faits dans la poussière des archives. Elle était la petite fille d'un homme assassiné, venu regarder le bourreau de sa famille droit dans les yeux et lui réclamer la vérité. C'est un vieil homme au dos légèrement voûté, mais aux yeux vifs et perçants, qui lui ouvrit la porte. Marcel Dubois l'accueillit avec une courtoisie étudiée, presque condescendante, comme on reçoit une démarcheuse un peu insistante. Il l'invita à entrer dans un salon impeccablement rangé, où chaque bibelot semblait à sa place depuis des décennies. Une grande horloge comtoise égrenait les secondes, avec une régularité pesante, un métronome pour la tension qui s'installait dans la pièce. L'air était confiné, imprégné d'une odeur de bois ciré et de souvenirs figés. Dubois s'assit dans un fauteuil en velours, ses mains noueuses posées sur les accoudoirs, et la dévisagea avec un air faussement interrogateur. « Alors, jeune femme, qu'est-ce qui amène une Parisienne à venir déranger un vieil homme comme moi ?» Sa voix était calme, mais Chloé y décela une note d'acier. Chloé ne perdit pas de temps en préambule. Elle posa sur la table basse, entre eux une photocopie plastifiée de la note de son grand-père. Les mots, agrandis, semblaient crier dans le silence du salon. « Je crois que vous connaissez l'auteur de ce message, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de garder neutre et factuelle. Il a été retrouvé il y a quelques semaines, dans la mine, la Veuve Noire, attaché à la patte d'un canari. Son canari. Elle laissa les mots flotter dans l'air, observant chaque micro-expression sur le visage de Dubois. Elle voulait que l'image soit précise, sensorielle. La cage rouillée, le squelette fragile, le métal froid de la capsule. Elle ne venait pas seulement avec des faits, mais avec les fantômes qu'ils transportaient, et elle comptait bien les faire asseoir avec eux dans ce salon trop parfait. Dubois laissa échapper un petit rire sec, un son dépourvu de toute gaieté. Des histoires de bonnes femmes, des fantasmes. Moreau était un imprudent, un exalté. Il a causé sa propre perte. Vous remuez de vieilles cendres pour vous faire un nom. Il fit un geste de la main, balayant la preuve comme une poussière importune. Le masque de la sénilité feinte était tombé, remplacé par celui de l'indignation calculée. Il se présenta en victime. Le vieil homme respectable, sali par les accusations d'une jeune femme en quête de sensationnalisme. Mais dans ses yeux, Chloé vit autre chose. Une lueur froide. Une étincelle de haine ancienne, qui n'avait pas été éteinte par 50 années de silence. Le tic-tac de l'horloge semblait s'accélérer,
chaque seconde martelant le poids du mensonge qui emplissait la pièce. Chloé ne se laissa pas démonter. Elle sortit un deuxième document de son sac, la copie du registre comptable. Elle le posa à côté de la première photocopie, créant une ligne de preuves implacable sur la table vernie. 500 000 francs, dit-elle lentement, en articulant chaque syllabe. Une prime de productivité exceptionnelle, une semaine après la mort de mon grand-père. Alors que la mine était à l'arrêt depuis des semaines, à cause de la grève qu'il dirigeait. C'est une prime très généreuse pour un porion, n'est-ce pas? Le prix de quel genre de productivité, monsieur Dubois? Le prix du silence, ou le prix d'un service rendu? Elle le fixait, sans ciller. L'attaque haine était plus sur le passé, mais sur la cupidité, un mobile tangible, universel, et infiniment plus sordide que la simple loyauté à une entreprise. Le visage de Dubois se durcit, ses joues se creusèrent, et ses lèvres se pincèrent à former une ligne blanche. Le venin monta dans sa voix, la courtoisie laissant place à une agressivité à peine contenue. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas connu la faim, la misère que ces agitateurs comme votre grand-père nous faisaient endurer avec leurs grèves à répétition. Il allait tous nous mettre sur la paille pour ses idées, ses beaux discours. Il fallait que ça s'arrête. Il se pencha en avant, ses doigts crispés sur les accoudoirs de son fauteuil. Pour la première fois, il ne niait plus. Il justifiait. Et dans cette justification, Chloé entendit le premier véritable écho d'un aveu, le son d'une fissure dans la muraille qu'il avait érigée autour de son secret. Puis, Chloé porta le coup de grâce émotionnel. Sa voix se fit plus douce, mais chaque mot était chargé d'un poids immense. Louis Blanc se souvient. Il vous a vu vous diriger vers la galerie, seul, avec une barre à mine. Il a vécu 50 ans avec cette image, 50 ans de cauchemar, de silence et de honte. Pendant que vous profitiez de votre prime et de votre retraite paisible, lui, il portait le fardeau de votre crime. Il m'a tout raconté, Marcel. Il m'a parlé de votre regard quand vous êtes ressorti, quelques minutes avant l'explosion. Il m'a dit que vous aviez l'air d'un homme qui venait de vendre son âme au diable. Elle, évocation du témoin direct, de l'ami trahi, sembla être la charge qui fit tout exploser. Le barrage céda. Marcel Dubois se leva d'un coup, renversant une petite table d'appoint dans un fracas de verre et de porcelaine. Le masque du vieil homme respectable vola en éclats, révélant le visage hideux d'un meurtrier sans remords. « Vendu mon âme » hurla-t-il, sa voix rauque et tremblante de fureur. « J'ai sauvé ce village qui m'a nourri. Moreau était un cancer, une maladie qui allait tous nous tuer à petit feu. Il parlait de dignité, mais il nous apportait la faim. Oui, je l'ai piégé. Et je le referai sans hésiter une seule seconde. » La confession, brutale, totale, résonna contre les murs du petit salon bourgeois. Le tic-tac de l'horloge semblait être arrêté, comme si le temps lui-même retenait son souffle face à énormité de l'aveu. Dans sa rage, il se mit à décrire la scène avec une précision glaçante, comme s'il la revivait. Il raconta comment il avait saboté les étais de bois, les entaillant juste assez pour qu'ils cèdent sous la moindre vibration. Il décrivit le grincement sinistre du bois qui commençait à se fendre, un son qu'il n'avait jamais oublié. Il est arrivé, avec son air de saint, son canari dans sa cage. Il me parlait de solidarité, de l'avenir. Je lui ai dit qu'il y avait une fissure à vérifier plus loin. Il y est allé, confiant. L'idiot. Le mépris dans sa voix était si pur, si concentré, qu'il en était presque palpable. Chloé sentit un froid glacial l'envahir, un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce, mais qui venait des profondeurs de la noirceur de l'âme humaine. Il continua, les yeux brillants d'une lueur fiévreuse, presque folle. Quand le premier bloc est tombé, il s'est retourné, il a compris, j'ai vu son regard. Pas de la peur, de la surprise, de l'incompréhension. Il n'arrivait pas à croire que l'un des siens puisse faire ça. Puis tout s'est effondré dans un bruit de tonnerre. La poussière était si épaisse que je ne pouvais plus respirer. Il fit une pause, reprenant son souffle. J'ai entendu le dernier chant de son putain de canari, un petit tri aigu, juste avant que le silence ne se fasse. Un silence total. Le silence le plus parfait que j'ai jamais entendu de ma vie. La description était insoutenable, une peinture sonore et sensorielle de l'assassinat, racontée par le meurtrier lui-même, avec une sorte de fierté perverse, une satisfaction macabre. Il se tourna vers Chloé, un sourire mauvais déformant ses lèvres fines. La compagnie m'a payé, oui, et ils ont bien fait. Était un investissement. Ils ont acheté la paix sociale, et moi j'ai acheté cette maison, une belle vie pour ma famille,
loin de la crasse et de la poussière. J'ai fait un choix. Le choix de la vie contre le choix de la mort lente qu'il nous proposait. Il était un martyr pour une cause perdue. Moi je suis un survivant. L'histoire ne se souvient que des gagnants. Jeune femme. Et c'est moi qui ai gagné. Sa justification haine était pas celle d'un homme rongé par le remords, mais celle d'un prédateur social, convaincu de son bon droit, un homme pour qui la fin avait toujours justifié les moyens, même les plus abjects. Soudain, son attitude changea. La fureur du monologue laissa place à une menace froide et directe. Il fit un pas vers elle, son corps frêle semblant soudain plus grand, plus menaçant. Maintenant, vous avez votre histoire. Mais qu'allez-vous en faire? Qui va croire un vieillard sénile qui divague face à une journaliste ambitieuse? Ce sont vos paroles contre les miennes. Et j'ai de bien meilleurs avocats que vous. Il s'approcha encore, son index pointé vers elle. Je vous conseille de retourner à Paris et d'oublier tout ça. Cette mine a déjà avalé des gens bien plus importants que vous. Ne faites pas la même erreur que votre grand-père. N'allez pas là où vous n'avez pas votre place. La menace était claire, sans ambiguïté. Le salon douillet était devenu une souricière. Chloé recula lentement, son cœur battant à tout rompre, mais son visage resta impassible. Elle avait ce qu'elle était venue chercher. La vérité brute, complète, vomi par le meurtrier lui-même. Chaque mot était gravé dans la mémoire de la petite machine qui tournait silencieusement dans son sac. Elle ne répondit rien. Son silence était plus puissant que n'importe quelle réplique. Elle se contenta de le regarder une dernière fois, fixant l'image de cet homme qui incarnait le mal ordinaire, la trahison ultime. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et se dirigea vers la porte. Derrière elle, le silence haine était rompu que par la respiration sifflante de Marcel Dubois et le tic-tac implacable de l'horloge qui avait repris son décompte, marquant la fin de 50 années d'impunité. La vérité était enfin libre. L'enregistrement de la confession de Marcel Dubois, tournant silencieusement dans le sac de Chloé, de haine, était pas une simple preuve. Était une bombe à retardement, le son condensé de 50 années de mensonges et de haine. En quittant le pavillon propret, elle sentit le poids de cette vérité non pas comme une victoire, mais comme une responsabilité écrasante. Chaque mot de Dubois, chaque détail macabre de l'assassinat, résonnait dans sa tête. La rue tranquille, avec ses jardins soignés et ses rideaux de dentelle, semblait une scène de théâtre absurde, dissimulant une horreur insondable. Elle était plus seulement en quête de justice pour sa famille, elle était devenue la dépositaire d'un mal qui avait corrompu toute une communauté, et il lui appartenait désormais de choisir comment et quand faire exploser cette vérité au grand jour, en s'assurant que l'onde de choc atteigne ses véritables cibles. La décision fut prise en concertation avec le journaliste d'investigation. Diffuser l'enregistrement brut aurait pu entraîner des complications juridiques, le rendant irrecevable. La stratégie choisie fut donc plus subtile et dévastatrice. Ils allaient publier une transcription intégrale de l'aveu, encadrée par toutes les autres preuves accumulées. La note authentifiée, le témoignage de Louis Blanc, la preuve comptable de la prime, le journal de l'ancien directeur adjoint, et la note de service ministériel étouffant l'affaire. L'objectif était pas seulement de révéler un meurtre, mais de peindre le tableau complet d'une conspiration systémique. En créant un scandale médiatique d'une ampleur nationale, il forcerait la main de la justice, rendant politiquement et socialement impossible pour le parquet d'ignorer l'affaire, sous prétexte de la prescription des faits. La presse devenait le tribunal de l'opinion publique, le seul capable de juger un crime que le temps avait failli effacer. La publication de l'article, intitulé « J'ai tué Jean-Luc Moreau, les aveux complets du meurtrier de la Veuve Noire », eut l'effet d'un cataclysme. Le pays se réveilla en découvrant avec horreur le récit détaillé d'un assassinat syndical commandité, raconté par le tueur lui-même. La cage du Canari, photographiée en gros plan à côté du portrait de Jean-Luc, devint l'icône de cette tragédie. L'histoire était plus un simple fait divers historique. Elle devint une affaire d'État, un symbole de la lutte des classes, et du cynisme du pouvoir économique. Les chaînes d'information en continu, les émissions de radio, les débats politiques, tous s'emparèrent de l'affaire. La Compagnie des Charbonnages du Nord, prise au piège de ses propres mensonges, vit sa plainte pour diffamation se retourner contre elle, comme un boomerang empoisonné, la transformant de victime présumée en accusée aux yeux de toute la nation. Face à ce déferlement médiatique sans précédent et à la pression de l'opinion publique, le parquet de Lille n'eut d'autre choix que d'agir. Moins de 48 heures après la publication, le procureur de la République annonça lors d'une conférence de presse la réouverture officielle du dossier de la disparition de Jean-Luc Moreau, requalifié en enquête pour homicide volontaire avec préméditation et acte de complicité. Bien que la question de la prescription restât complexe,
la nature de la conspiration et la dissimulation des preuves pouvaient ouvrir la voie à une action en justice. Des gendarmes furent dépêchés au domicile de Marcel Dubois, non plus pour une simple visite, mais avec un mandat de perquisition et une convocation pour un interrogatoire sous le régime de la garde à vue. La machine judiciaire, grippée par un demi-siècle de silence, venait de se remettre en marche. L'interpellation de Marcel Dubois fut un spectacle pathétique. Le vieil homme, qui avait hurlé sa haine et sa justification quelques jours plus tôt, apparut frêle et confus face aux gendarmes. Son pavillon, symbole de sa réussite bâtie sur un crime, fut méticuleusement fouillé. Les voisins, qui le considéraient comme un pilier respectable de la communauté, observèrent la scène derrière leurs rideaux, incrédules et choqués. L'image de ce retraité paisible, emmené dans une voiture de police, marqua la fin de son impunité. Confronté à l'enregistrement de sa propre voix, il s'effondra et signa des aveux complets, répétant les détails de son crime, mais cette fois-ci, sur un procès-verbal qui scellait son destin. Le survivant cynique qui se vantait d'avoir gagné, était finalement rattrapé par l'histoire, un simple pion dont les maîtres étaient morts depuis longtemps. Les conséquences pour la Compagnie des Charbonnages du Nord furent désastreuses. L'entreprise, déjà affaiblie, vit son image de marque anéantie. L'action en bourse s'effondra, les investisseurs fuyant un navire en plein naufrage éthique. La direction fut contrainte de présenter des excuses publiques, maladroites et tardives, qui ne firent qu'attiser la colère. Plus important encore, la révélation de la conspiration ouvrit la porte à d'autres familles de mineurs morts dans des accidents suspects à la même époque. Un collectif de victimes se forma, demandant la réouverture de dizaines de dossiers et des réparations financières. Le crime unique avait révélé un système. La compagnie ne luttait plus pour sa réputation, mais pour sa survie face à un passé sanglant qu'elle ne pouvait plus contenir. Le silence qu'elle avait acheté si cher en 1955 lui coûtait désormais sa propre existence. Pour Chloé, la résolution la plus importante fut intime et silencieuse. Elle se rendit auprès de sa grand-mère, Madeleine, dans la petite maison de retraite où elle finissait ses jours. Elle ne lui fit pas écouter l'enregistrement, lui épargnant la brutalité des mots de Dubois. Elle s'assit à côté d'elle, et, lui tenant la main, lui raconta simplement la vérité. Elle lui dit que Jean-Luc ne l'avait jamais abandonné, qu'il avait été assassiné pour ses convictions, et que ses dernières pensées étaient pour elle, comme l'attestait la note. Madeleine écouta sans dire un mot, des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. Quand Chloé eut terminé, un calme infini sembla s'installer sur le visage de la vieille dame. Ce haine n'était pas de la joie, ni de la colère. Était la paix. La fin d'une attente de 50 ans, la fermeture d'une blessure qui n'avait jamais cessé de saigner. La vérité transforma également Fosnoire. Le village, longtemps engourdi par un secret tacite, fut forcé de se regarder en face. Les premières réactions furent mitigées, mêlant honte, colère et déni. Certains anciens, qui avaient soupçonné la vérité sans jamais oser parler, se sentirent libérés d'un poids. D'autres, proches de ceux qui avaient profité du système de la compagnie, restèrent dans un silence hostile. Mais peu à peu, une nouvelle conscience collective émergea. La figure de Jean-Luc Moreau, autrefois un souvenir flou et controversé, redevint un symbole de fierté et de résistance. Les jeunes générations découvrirent une partie occultée de leur histoire, une histoire de lutte et de sacrifice qui donnait un nouveau sens à leur héritage minier. Le village cessa d'être le gardien d'un crime pour devenir le mémorial d'une injustice réparée. Le procès de Marcel Dubois n'eut jamais lieu. Affaibli par l'âge et la maladie, il mourut en détention préventive quelques mois après ses aveux, emportant avec lui les derniers détails de sa trahison. Cependant, la justice reconnut officiellement sa culpabilité post-mortem. Plus important encore, le tribunal déclara la Compagnie des Charbonnages du Nord moralement et civilement responsable de l'assassinat de Jean-Luc Moreau, la condamnant à verser des dommages et intérêts symboliques à la famille, et à financer un mémorial, en l'honneur de toutes les victimes des accidents du travail de la région. Le jugement fit jurisprudence, établissant un précédent crucial sur la responsabilité des entreprises dans les crimes sociaux, même des décennies après les faits. La vérité judiciaire avait été établie, claire et définitive. La conspiration plus large, impliquant les hautes sphères de la compagnie et la complicité de l'État, fut également exposée. Bien que les principaux responsables, comme Antoine de Valois, fussent morts et ne pussent être poursuivis, leur héritage fut irrémédiablement entaché. Des historiens réécrivirent les biographies de ces capitaines d'industrie, ajoutant à leur succès économique le chapitre sombre de leur brutalité sociale. Le ministère de la Culture déclassifia des archives qui confirmèrent la protection politique dont avait bénéficié la compagnie. La note de Jean-Luc Moreau, confiée à un canari, avait non seulement résolu un meurtre,
mais avait aussi forcé une nation à confronter une partie de son histoire qu'elle avait préféré oublier, prouvant qu'aucune vérité ne peut rester enfouie pour toujours lorsque la volonté de la chercher est assez forte. Quelques mois plus tard, une cérémonie eut lieu sur la place principale de Fosse-Noire, rebaptisée place Jean-Luc Moreau. Chloé se tenait aux côtés de sa grand-mère, assise dans un fauteuil roulant, et de Louis Blanc, le dos un peu plus droit qu'à l'accoutumée. Devant une foule émue, composée d'anciens mineurs, de familles et de journalistes, on dévoila une plaque de bronze fixée sur un bloc de charbon poli. On pouvait y lire « À la mémoire de Jean-Luc Moreau et de tous les mineurs morts pour la défense de leurs droits. Assassiné en 1955 pour ses convictions, sa voix, portée par la vérité, a triomphé du silence. Était la reconnaissance publique, la réhabilitation finale. Jean-Luc N. était plus une victime, mais un héros dont le sacrifice avait enfin trouvé son sens. La cage du Canari, quant à elle, ne fut pas oubliée. Après avoir été méticuleusement restaurée, elle fut offerte par Chloé, au centre historique minier de la région. Placée sous une vitrine éclairée, elle devint la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition permanente consacrée aux luttes sociales. À côté d'elle, une reproduction de la note et le portrait de Jean-Luc Moreau. Les visiteurs, notamment des groupes scolaires, s'arrêtaient longuement devant ce simple objet de métal rouillé. Il était plus un artefact macabre, mais un puissant symbole d'espoir. Le témoignage qu'une seule petite voix, même celle d'un oiseau dans l'obscurité, peut porter un message capable de traverser le temps et de faire trembler les empires les plus puissants. La sentinelle fragile était devenue un phare éternel. Chloé retourna une dernière fois devant le chevalement silencieux de la Veuve Noire. Le soleil d'automne jetait une lumière dorée sur la structure métallique, lui donnant une beauté triste et solennelle. Sa quête était terminée. Elle avait tenu la promesse faite à sa grand-mère, lavé l'honneur de son grand-père et rendu leur histoire à ceux à qui elle avait été volée. En regardant le puits scellé, elle ne voyait plus un tombeau, mais le berceau d'une vérité qui avait attendu patiemment son heure. La lutte, comme l'avait écrit son grand-père, devait continuer. Et elle avait continué, à travers elle. La justice, même tardive, n'est pas une vengeance, mais une réparation. Et parfois il faut descendre dans les ténèbres les plus profondes, pour y trouver la lumière la plus éclatante. L'appartement parisien de Chloé Renaud avait retrouvé son silence feutré, une quiétude qui contrastait violemment avec le tumulte qu'elle avait déclenché. Assise à son bureau, elle ne regardait plus les documents d'archives, mais une simple photographie encadrée, celle de la cage à oiseaux rouillés, telle qu'elle avait été découverte dans l'obscurité de la Veuve Noire. Ce N était plus seulement l'image d'un indice, mais le portrait d'un voyage inattendu au cœur de sa propre histoire. Sa quête, née d'une curiosité d'historienne et d'un devoir de petite fille, était achevée. Mais la vérité, une fois libérée, ne lui appartenait plus. Elle avait pris son envol, bien au-delà des corons de Fosse-Noire, bien au-delà de sa propre famille, pour entamer une nouvelle vie dans la conscience collective d'un pays entier. Prouvant que le passé n'est jamais vraiment mort, tant que quelqu'un se souvient. En effet, l'affaire Moreau ne fut pas un point final, mais une étincelle. Dans les semaines et les mois qui suivirent, inspirés par le courage de Chloé, d'autres familles commencèrent à parler. D'autres accidents miniers, dans d'autres bassins houillés de France et de Belgique, furent réexaminés sous un nouveau jour. Des fils de syndicalistes, morts dans des conditions suspectes, dans les années 50 et 60, exhumèrent de vieilles lettres, des témoignages tus par la peur, des doutes qui les rongeaient depuis des décennies. L'histoire de Jean-Luc Moreau devint un catalyseur, la première fissure dans un barrage de silence qui protégeait un pan sombre de l'histoire industrielle européenne. Ce qui avait commencé comme la résolution d'un crime unique se transformait lentement en une réécriture douloureuse mais nécessaire de la mémoire ouvrière, révélant un système de répression bien plus vaste et organisé que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Aujourd'hui, au centre historique minier, la petite cage en métal trône au centre d'une salle, protégée par une vitrine de verre. Elle n'est plus un simple objet, mais une relique, une icône. Les visiteurs, notamment les jeunes générations qui n'ont jamais connu le bruit assourdissant de la mine ni l'odeur du charbon, s'arrêtent devant elle avec une sorte de respect mêlé de émerveillement. Ils essaient d'imaginer l'obscurité totale, la peur, et ce petit oiseau, ultime dépositaire d'une vérité assassinée. La cage du Canari est devenue un symbole national, le témoignage que même dans les profondeurs les plus noires, même face au pouvoir le plus écrasant, un acte de résistance, aussi infime soit-il, peut survivre. Elle enseigne silencieusement que la vérité la plus fragile peut être plus résistante que l'acier des chevalements, et plus durable que les empires bâtis sur le mensonge. Cette histoire est, au fond, une méditation sur le temps. 50 années.
Un demi-siècle de silence, de chagrin contenu, de réputation usurpée, et de vie construite sur une imposture. Le temps, qui aurait dû effacer les traces, avait au contraire agi comme un conservateur, pétrifiant la preuve dans les entrailles de la terre, la protégeant de l'oubli. Il a fallu l'alignement improbable d'une inspection de routine, de la curiosité de 2 ingénieurs et de la ténacité d'une petite fille, pour que ce message, lancé comme une bouteille à la mer, dans un océan de ténèbres, atteigne enfin son destinataire. Cela nous rappelle que l'histoire n'est pas linéaire, que le passé peut ressurgir à tout moment pour exiger des comptes. La vérité n'a pas de date de péremption. Elle attend simplement son heure, patiemment, dans l'ombre. La justice a-t-elle vraiment été rendue? Marcel Dubois est mort avant son procès, les grands commanditaires de la Compagnie houillère du Nord, reposant depuis longtemps dans des tombes honorables. Les compensations financières, bien que significatives, ne pourront jamais racheter une vie volée ni effacer 50 ans de douleur. Peut-être que la véritable justice n'a pas été prononcée dans la froideur d'un tribunal, mais dans le murmure apaisé de Madeleine Moreau, la paix enfin trouvée dans ces derniers jours. Peut-être réside-t-elle dans le regard fier des habitants de Fosse-Noire devant la plaque commémorative, ou dans le silence respectueux des écoliers devant la cage du Canari. La justice, dans cette affaire, n'a pas été une punition, mais une réparation. La restitution d'un nom, d'une dignité et d'une histoire à ceux à qui on les avait brutalement arrachés. Fosse-Noire n'est plus tout à fait le même village. La révélation a été un électrochoc, forçant la communauté à affronter les fantômes qu'elle avait choisi d'ignorer. Les familles se sont divisées, les vieilles rancœurs ont refait surface, mais ce processus douloureux a été une catharsis nécessaire. En cessant de porter le poids d'un secret collectif, le village a pu commencer à guérir. La place Jean-Luc Moreau n'est pas seulement un changement de nom sur une carte. C'est le cœur battant d'une mémoire retrouvée. Un lieu où les anciens peuvent enfin raconter la vérité aux plus jeunes sans baisser les yeux. Le lourd silence qui pesait sur les corons a été remplacé par le bruit des conversations, des débats, de la vie. Fosse-Noire a appris qu'on ne peut construire un avenir solide qu'en faisant la paix avec les chapitres les plus sombres de son passé. Le combat de Jean-Luc Moreau, mené en 1955, résonne avec une pertinence troublante aujourd'hui. Les noms des compagnies ont changé, les mines ont fermé, mais les mécanismes de pouvoir, la pression pour le profit au détriment de la dignité humaine, et les tentatives pour réduire au silence les voix dissidentes, demeurent une réalité criante de notre monde contemporain. L'histoire de la Veuve Noire nous interpelle directement. Elle nous demande d'être vigilants, de questionner les versions officielles, d'écouter les récits des oubliés. Elle nous rappelle que derrière les bilans financiers et les communiqués de presse des grandes entreprises, se cachent souvent des destins humains brisés. La lutte pour la justice sociale n'est pas une relique du passé. C'est un combat de chaque instant, un héritage que nous avons le devoir de perpétuer. L'histoire du Canari de la Veuve Noire est maintenant connue de tous. Mais combien d'autres secrets dorment encore dans les archives scellées, dans les mémoires effrayées, dans les galeries oubliées de notre histoire collective? Et ce était que le début de quelque chose de bien plus grand. Si ces récits de justice tardive et de vérité retrouvée vous passionnent, si vous croyez comme nous que chaque histoire mérite d'être racontée, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, et dites-nous en commentaire quelle autre affaire mériterait d'être sortie de l'ombre. Votre soutien est la lumière qui nous permet de continuer à explorer les galeries les plus sombres du passé pour y trouver la vérité. Au final, tout se résume à une image simple et incroyablement puissante, celle d'un homme piégé dans les entrailles de la terre, qui dans ses derniers instants ne pense pas à la vengeance, mais à la vérité. Il confie son ultime message, son amour et son espoir, non pas à un homme, mais à la plus fragile des créatures, un petit oiseau jaune. Il ne pouvait pas savoir que ce geste de foi désespéré allait fonctionner, que ce minuscule messager ailé deviendrait le gardien de sa mémoire, et que 50 ans plus tard, le dernier chant du Canari, un tri aigu juste avant le silence, résonnerait enfin aux oreilles du monde entier, prouvant qu'aucune obscurité n'est assez profonde pour étouffer pour toujours la lumière d'une vérité.